Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre, une heure d'analyse et de décryptage des affaires qui font l'actualité. Un rendez-vous hebdomadaire de Sud Radio avec le monde des faits divers et des faits de société. Alors, au sommaire aujourd'hui, après l'attentat de Paris qui a fait un mort et l'analyse du profil de l'islamiste qui a revendiqué cet attentat, eh bien on peut se demander si la déradicalisation n'est pas une illusion. Nous en parlerons. Et nous parlerons aussi, les fêtes approchent, des vins. Faut-il craindre les produits qu'on y ajoute? Nous serons tout à l'heure avec Emmanuel Jarry de la revue C'est meilleur quand c'est bon et du vigneron éleveur Armand Heitz dont les vignes sont en Bourgogne. Alors je suis très heureux de vous retrouver d'abord Jean-Marie. Mais écoutez, moi aussi. J'espère que la semaine s'est très bien passée. Malgré tout, elle a été tragique sur le front de l'information et c'est vrai qu'elle a commencé par cet attentat. Ouais, absolument. Et puis nous accueillons dans cette première partie d'émission, j'allais dire presque comme de coutume, Victor Lefebvre, journaliste à Factuel.media. On est toujours très heureux de vous avoir Victor. Et nous accueillons également Philippe de Veul, avocat au barreau de Paris. Bonjour. Et vous avez été, et c'est pour ça qu'on est heureux de vous recevoir, c'est que vous avez été l'avocat dans de nombreuses affaires de terrorisme. Alors revenons ensemble, si vous le voulez bien, sur l'attaque commise samedi dernier près du pont de Bir Hakeim et sur le profil du meurtrier qui a revendiqué cet attentat. Il se faisait appeler Armand Iman Rabjabour, un islamiste d'origine iranienne qui avait déjà été arrêté en 2016 alors qu'il était impliqué dans la préparation d'un attentat à l'arme blanche. Il a été condamné en 2018 et il est sorti de prison en 2020. Et vous avez découvert, Victor Lefebvre, que ce monsieur Rabjabour est en fait un spécialiste de ce que l'on appelle la taqiyya. Résumez-nous ce que c'est que la taqiyya. Oui, en fait, la taqiyya, c'est une technique dans l'islam traditionnel, c'est-à-dire pour les croyants de passer sous les radars, d'être en dissimulation lorsqu'ils sont menacés. Mais ça a été réinvesti par les salafistes, par les djihadistes, lorsque c'est une technique de dissimulation, cette fois-ci offensive, et de conquête, par conséquent, pour dissimuler sa foi et passer sous les radars, notamment des services de renseignement. Alors, on va y revenir, c'est fascinant comment il a pu passer sous les radars, comme vous dites, mais je voudrais quand même que nos auditeurs découvrent que ce monsieur avait finalement un réseau dans toute la mouvance islamiste. Dites-nous avec qui il était en contact par exemple. Alors, il était en contact. Alors déjà, il s'est converti à l'islam à l'âge de 18 ans, au contact d'un des membres de Forsan al-Issa, qui est un mouvement islamiste, les Cavaliers de la Fierté, de la Liberté, et donc qui est un mouvement totalement islamiste. Il s'est converti au contact de cet homme, Maximilien Thibault, qui est parti sur zone en Syrie, qui a été tué probablement, on n'est pas totalement sûr, mais il a été probablement tué pendant la bataille de Mossoul en Irak. Et par ailleurs, il a été effectivement au contact avec différentes figures du salafisme et du terrorisme français, du djihadisme, notamment Larossi Abala, le tueur du couple de policiers à Magnanville. Je précise que ce couple de policiers avait été tué devant leur enfant. Devant leur propre fils, chez eux, à Magnanville. Dans les Yvelines. Par ailleurs, il était aussi en contact avec le tueur de Samuel Paty, Abdullah Kanzorov. On va y revenir. Et également avec l'un des tueurs de l'attentat contre le prêtre, le père Hamel. À Saint-Étienne-du-Rouvray. Absolument. Adel Kermiche, pour ne pas le nommer. Alors, en ce qui concerne Abdullah Kanzorov, c'est-à-dire le meurtrier, l'assassin de Samuel Paty, eh bien, curieusement, en 2020, les policiers de l'antiterrorisme vont auditionner donc cette personne impliqué dans l'attentat de la semaine dernière. En fait, c'est lui qui se présente de lui-même spontanément, donc effectivement devant les policiers. Et pourquoi est-ce qu'il se présente comme ça devant les policiers? Parce qu'il était en contact, figurez-vous, 15 jours plus tôt, avec Abdullah Kanzorov. Donc quand il apprend par Twitter, par le compte Twitter d'Abdullah Kanzorov, qui poste lui-même la photo de la tête décapitée de Samuel Paty, qui revendique son acte, il se dit, mince, j'étais en contact avec ce type 15 jours plus tôt sur Twitter, par messagerie privée, donc je vais me présenter spontanément au policier. En fait, il contacte plus exactement son conseiller pour la réinsertion, et lui dit, bon voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et ce dernier lui dit, va voir directement les policiers si tu n'as pas à t'inquiéter. Et donc il le fait, il se présente devant les commissaires, et donc il est tout de suite placé en garde à vue, parce qu'il a quand même des liens avec l'islamisme, il est encore sous contrôle judiciaire à ce moment-là, et il va donc tout raconter, notamment ses contacts avec Kanzorov. Alors lui dit, il se présente sur Twitter à l'époque comme un ex-TIS, donc ce sont les détenus pour des faits de terrorisme islamique, puisqu'il a été condamné, comme vous l'avez dit, en 2016, et il dit qu'il est repenti anti-islamiste, donc entre guillemets chasseur d'islamistes. Il se représente comme étant agnostique. Et donc devant
devant les policiers, il va développer tout son argumentaire. Et donc il va dire, moi j'ai repéré Anzorov, j'ai vu que c'était un Tchétchène. Il dit, en fait ça a commencé avec une petite mention, il dit ce Tchétchène est très clair dans son idéologie, sous-entendu son idéologie islamiste. Et donc Anzorov se vexe, ils échangent par message privé, ils finissent par sympathiser, ils s'échangent des anachètes, ce sont des chants religieux islamiques, qui sont très, pour le coup, des chants islamiques de conquête, pas des chants inoffensifs. Et en fait, ils vont échanger pendant quelques temps, puis finalement Anzorov finit par le bloquer, puisqu'il n'arrive pas à le convaincre, mais en réalité, tout laisse à penser que le franco-iranien, l'auteur de l'attentat de Paris, était en réalité en dissimulation, en taquilla totale, effectivement, comme vous l'avez dit. Il va même jusqu'à mentir à sa mère, d'ailleurs, c'est très étonnant. Sa mère est entendue en garde à vue. Sa mère est entendue en garde à vue, elle tient un discours a posteriori totalement lunaire, puisqu'elle dit que son fils, quand il est sorti de prison en 2020, était totalement sorti de l'islam, il a découvert les foi, vertus de la République, c'est devenu un bon Français. Voilà, il se sent 100% français, etc., etc. Donc il arrive à tromper sa propre mère. Il va dire à ses parents, ça s'est rapporté par ses parents, qu'il s'est mis à manger du saucisson, à boire de l'alcool, à écouter du rap, à écouter des musiques folkloriques iraniennes, à écouter Mylène Farmer aussi, c'est improbable. Mais pour vous dire qu'il arrive parfaitement à saisir la mécanique que les policiers ou les forces de l'ordre veulent entendre. Et il va même jusqu'à dire que son placement en détention l'a permis d'être placé à l'isolement et donc d'être placé à l'écart des autres détenus salafistes et djihadistes et donc de s'écarter de cette idéologie. Alors, je voudrais profiter de la présence de Philippe Deveul, avocat, je le rappelle, et dans de nombreuses affaires de terrorisme. Est-ce que ça vous étonne? Est-ce qu'on abandonne ses convictions religieuses aussi facilement, Philippe Deveul, et ces techniques de taquilla, vous l'avez vu dans d'autres dossiers? Oui, tout à fait. Mais alors, il y a une finalité dans tout ça parce que chaque individu ne ressemble pas aux autres qui ont agi. Je me souviens de l'attentat d'Ambouillet qui avait été régularisé juste avant de passer à l'acte alors qu'il avait eu des propos dangereux sur Facebook. Et à l'époque, la justice n'a pas considéré de mettre fin à son activité et de le renvoyer dans son pays. C'était un Tunisien, je me souviens plus de son nom, mais enfin bref, il avait tué quand même une policière. Et ça date de 2021, donc vous voyez, à chaque fois ça se répète, mais à chaque fois les sujets sont différents parce qu'il y a une multitude de sujets qui vont passer, exactement, qui vont passer ou qui passeront à l'acte. Alors, on vous dit qu'il y a quelques milliers de fichiers S suivis, et vous voyez que ça ne sert pas à grand-chose parce que surveiller tous ces individus... Je rappelle les chiffres, 20 000 fichiers S, alors tous ne sont pas islamistes, vous avez des membres des mouvements écologistes radicaux, ultra-droite, ultra-gauche. Exactement. Oui, après, on fiche d'autres personnes. Il y a un autre fichier pour les radicalisés qui sont fichés S, mais il y a un autre fichier, et il y en a certains qui sont suivis. Mais ça demande une énergie et un emploi humain énorme, donc on peut pas surveiller tout le monde. Mais le pire, c'est tous ceux qui passent en dessous du radar et qui sont pas surveillés et qui passeront un jour à l'acte. Et donc là, ce qu'on voit, c'est pas surprenant. Alors, il était français, nationalité française, converti assez récemment à l'islam. Bon, alors c'est vrai qu'il venait d'une famille iranienne qui avait justement fui la dictature des mollahs en Iran. Et qui s'est, en fin de compte, comme on va parler de déradicalisation, qui s'est radicalisé en fonction des événements qu'il a observés et puis aussi les revendications. Alors, est-ce qu'un déradicalisé peut repasser à l'acte? Ben oui, on le voit. C'est le premier à le faire. Mais alors voilà, c'est assez intéressant. Vous avez écrit qu'il est un des premiers déradicalisés qui... C'est presque un cas d'école. C'est un cas d'école, effectivement. Ça montre effectivement l'illusion de penser que la déradicalisation existe. Maintenant, on parle plutôt de désengagement, d'ailleurs. On n'utilise plus trop ce terme qui est un petit peu obsolète. Mais effectivement, c'est le premier à avoir, et on peut penser qu'il y en aura d'autres dans les années qui viennent, puisque les chiffres, aujourd'hui, il y en a plus qui sont sortis de prison depuis 2018. Il y en a 486 qui ont été condamnés pour des faits de terrorisme qui sont sortis de prison. Donc il y en a plus à l'extérieur en liberté qu'à l'intérieur des prisons, puisqu'il y en a 391 qui sont aujourd'hui sous les verrous. Alors, c'est la question du jour. Est-ce qu'il faut croire à la déradicalisation, Philippe Deveul? Alors, ça semble très difficile parce qu'il y a eu des tentatives. Il y a eu un centre des préventions, justement, des dérives sectaires liées à l'islam, qui avait été établi par Dounia Bouza. Comme vous le savez, on reviendra dessus si vous voulez. Oui, volontiers. Et qui a réussi à déradicaliser certains qui n'étaient pas trop impliqués dans l'islam. Mais tous ceux qui sont revenus de Syrie, qui ont eu un contact avec le sang, qui ont joué, si vous voulez, qui ont décapité des gens, qui ont joué avec des têtes, dans une zone de guerre. Ils ne sont pas déradicalisables. Ils ont goûté. Ils ne sont pas déradicalisables. Ils ne sont pas déradicalisables. Et il y a eu des échecs. Et on ne peut pas lui tenir grief de ces échecs parce qu'elle a tenté de faire quelque chose, mais ça a échoué. Parce qu'en fin de compte, ces gens qui sont radicalisés sont
complètement inscrit dans la pensée du Coran. Et c'est pour ça qu'on dit des fondamentalistes, parce qu'ils vont aux fondamentaux. Et le Coran, qui est une sorte de texte incréé, qui vient directement de la parole de Dieu, eh bien, il y a des messages qui sont pas si ambigus que ça sur le fait de s'en prendre à l'infidèle, aux juifs, aux chrétiens, à l'associateur. Donc c'est très compliqué de dire aux gens ne croyez plus en ce que vous croyez de plus cher. Absolument. Alors on va continuer dans un instant à parler de déradicalisation. Est-ce juste une illusion? À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, une heure d'analyse, de décryptage des affaires qui font l'actualité, le rendez-vous pour parler faits divers, faits de société. Je suis toujours avec Jean-Marie Bordry, également Victor Lefebvre autour de la table, journaliste enquêteur à Factuel.media, ainsi que Philippe Deveul, qui est avocat au barreau de Paris, on peut dire spécialisé dans les affaires de terrorisme. Il en a en tout cas accompagné un certain nombre, auditeur à l'Institut des hautes études de défense nationale. Alors, nous parlions du cas de Armand Iman Rajabpour. Je rappelle à nos auditeurs que c'est l'auteur de l'attentat à Paris de la semaine dernière. Et alors, comme souvent, on a dit qu'il était fou. Est-ce qu'il faut croire à cela ? En tout cas, c'est pas ce que disent les personnes qui étaient chargées de son suivi et de sa réinsertion après sa détention, qui disent qu'il n'était pas du tout fou, et au contraire qu'il était totalement radicalisé, puisqu'il refusait de serrer la main aux femmes, il maîtrisait le Coran par cœur, il le travaillait énormément en prison, il dissertait sur certaines hadiths, donc ce sont les propos tenus par le prophète, donc il était tout sauf fou. Il a eu effectivement peut-être une phase un petit peu délirante qui a été constatée par les médecins psychiatres, mais tout porte à croire qu'il n'était pas en réalité fou comme on le laisse entendre, et d'ailleurs dans ses auditions, à la lecture de ses auditions. Oui, justement, est-ce qu'on peut lire un petit peu ses auditions? Parce que voilà quelqu'un dont on dit communément, oui, il était suivi, prenait des antidépresseurs, enfin bon bref, on ne sait pas exactement quel était le protocole médical, mais en revanche, quand il parle aux policiers, il utilise un langage, je dirais, assez précis, assez châtié, qui montre qu'on n'est pas du tout dans l'élaboration, je dirais qu'on n'est pas face à quelqu'un de dérangé. Ouais, et tout sauf idiot, d'ailleurs, il tient un discours effectivement très ciselé, très charpenté. Donc je rappelle le contexte, c'est au moment de sa garde à vue. Voilà, au moment de sa garde à vue, on est le 19 octobre 2020, il est placé en garde à vue 4 jours après l'attentat contre Samuel Paty le 16 octobre 2020, et il tient ses propos, par exemple, je vous cite: « Il y a quelques années, j'ai été converti à l'islam, mais vers la fin de ma détention, je m'en suis écarté. Je me suis rendu compte que je ne croyais même pas au miracle du Coran, ni à l'existence de Dieu. » Voilà, c'est le genre de propos qu'il tient. Il dit qu'il s'est éloigné des détenus prosélytes, que ça l'a fait réfléchir, et que c'est comme ça qu'il s'est éloigné de la religion. Alors, Philippe Deveul, je profite de votre présence. C'est un spécialiste de la taqiyya, donc ces techniques de dissimulation. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de djihadistes qui, comme lui, se présentent repentis et puis qui finalement sont prêts à passer à l'acte? Parce que je rappelle quand même aux auditeurs qu'il y a un certain nombre de gens qui sont revenus de Syrie actuellement, qui étaient du côté de Daesh, qui ont quitté la France, qui ont brûlé leur passeport, leur carte d'identité française, et qui reviennent au pays comme si de rien n'était. Oui, alors j'ai un autre exemple emblématique celui-là a marché, c'était concernant David Valla, qui avait fait quelques années de prison pour association à une entreprise liée à du terrorisme, et qui avait été, si vous voulez, endoctriné, et qui en fin de compte, en prison, s'est déradicalisé au contact justement des radicalisés. Et il explique très bien le cheminement intellectuel, c'est-à-dire qu'on va prendre quelqu'un qui a une certaine faiblesse ou certaine méconnaissance des choses, et c'est un enchaînement, c'est un cheminement. Et il a compris très vite, en fin de compte, qu'il s'adressait à des gens qui servent de piétaille pour justement les cerveaux, qui justement diffusent les thèses islamistes, les thèses radicales. C'est comme Youssef Al-Qaradawi qui était le pape des frères musulmans, et qui avait un discours hyper radical, hyper guerrier, et reconnu par tous. Et ceux-là, jamais ils vont faire commettre des attentats. Mais on voyait d'autres personnes qui servent de guerriers pour justement frapper, et vous expliquer aussi par la suite quel est justement le retentissement de l'attentat. Parce que ce qu'on a vécu samedi soir, c'est un attentatillon. C'est-à-dire, c'est une personne qui est morte. C'est d'ailleurs ça qui est assez frappant. Je voudrais votre avis à tous les deux, parce que on voit que c'est une personnalité qui est capable de sophistication dans le mensonge face aux policiers, mais en revanche... d'improvisation la plus totale au moment de passer à l'acte. C'est-à-dire qu'il frappe avec un couteau, il frappe 3 fois, 2 dans le visage du touriste allemand qui était là,
un coup de couteau dans le dos, puis après il va s'en prendre à des passants avec un marteau. Alors là, je suis pas d'accord avec vous parce que, en fin de compte, c'est une improvisation criminelle qui passe à l'acte. Mais quand il fait son discours et son allégeance, c'est un discours tout à fait structuré qui prouve qu'il n'est pas fou. Il dit exactement, il emploie les termes techniques, il dit à quelle branche il appartient et il fait allégeance à l'État islamique. Donc après, il passe à l'acte, mais c'est l'occasion qui fait le larron. C'est ce pauvre citoyen allemand d'origine philippine qui a été tué. Après, il y a eu un autre qui était d'origine britannique, me semble-t-il. Ce sont des touristes, il faut rappeler d'abord le contexte. Voilà. Là où a lieu l'attaque, en fait, c'est sur le pont de Bir Hakeim. C'est une des vues les plus romantiques de la capitale. C'est là que notamment les couples étrangers viennent se faire prendre en photo de mariage avec en arrière-plan la Seine et la Tour Eiffel. Et là, je me retourne vers Victor Lefebvre. Et si mes souvenirs sont bons, il habite à Puteaux, il habite ce garçon, chez ses parents. Donc il fait la démarche d'aller sur ce pont le plus romantique de Paris. L'un d'eux, en tout cas. Ouais. Et d'ailleurs, lors de sa garde à vue, il a dit qu'il visait en réalité le jardin mémorial du Veldiv des enfants, qui est juste à côté. Probablement qu'il n'y avait pas suffisamment de passants à ce moment-là, donc il s'est reporté vers une cible différente, mais c'était pas sa cible originelle. D'accord. Alors, Philippe Deveul, il y a 10 ans, je me souviens qu'une certaine Dounia Bouziard avait fondé une association, le Centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam, il y a quelques années. Donc, qu'est-ce qu'elle est devenue? Qu'est-ce que devient ce centre? Je crois que c'est un échec. Je crois qu'elle a quitté le centre en 2016 et qu'elle a connu des échecs justement de déradicalisation. Et ce n'est pas de son propre fait parce qu'elle a entrepris quelque chose d'assez positif compte tenu des vagues d'attentats qui frappaient la France. Et elle-même s'est convertie à l'islam et s'est intéressée à cette religion et a essayé de trouver des solutions. Parce qu'en fin de compte, le problème, ça vient justement de l'application littérale du Coran. Et tous ceux qui essayent d'avoir un discours plus modéré sont considérés comme des apostats, selon l'université égyptienne Al-Azhar. Tous ceux qui essayent de modérer ou d'interférer dans l'interprétation ou même dans le Coran sont considérés comme des apostats et donc sont menacés de mort. Donc c'est une tâche très difficile et je crois que malheureusement elle n'a pas pu aller jusqu'au bout de son entreprise. D'accord. Alors je le disais, de nombreuses femmes de djihadistes, mais aussi des djihadistes sont rentrées de ce qui était autrefois l'État islamique. Est-ce que c'est ça qui intéresse nos auditeurs, je crois? Est-ce qu'il faut en avoir peur? Je m'étais exprimé sur ce sujet sur vos collègues de CNews en disant je m'opposais au retour des djihadistes ou des enfants de djihadistes parce que à l'âge de 10 ans, c'est très difficile de récupérer. S'ils n'ont pas de contact avec des prédicateurs, oui, c'est facile, mais il faut se voir vraiment dans des âges très de bas âge, quoi. Mais quand quelqu'un a touché à la violence, a vu, a goûté au sang, etc., on peut pas le déradicaliser, c'est impossible. Et donc ce sont des dangers pour la société, pour l'ordre public, et puis qui peuvent passer à l'action d'un moment comme un autre, d'un moment à l'autre. Pardon de la comparaison, elle est certainement très maladroite, mais est-ce que c'est un petit peu comme la pédophilie? On est pédophile un jour, on est pédophile toujours. Là, c'est différent parce que là, on parle d'une sorte de maladie ou voilà. Mais après, le vrai problème, c'est la conviction religieuse. Vous voyez, les nazis, on a pu les combattre parce que c'était une idéologie politique, mais pas religieuse. Alors, il y avait des gens qui étaient complètement fanatisés, mais dès lors qu'on a su mettre un terme à l'idéologie nazie en attrapant tous les chefs nazis, eh bien on n'a pas vu beaucoup d'anciens nazis non plus dire j'ai eu tort d'être un nazi, j'ai compris que c'était le mal absolu et je demande pardon aux juifs quand même. Oui. Mais c'est pour vous donner un exemple, pour vous montrer la difficulté de la tâche. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas de radicalisés chez eux n'ont pas d'attentat. Voilà. En Pologne, il n'y a pas d'attentat. Au Japon, il n'y a pas d'attentat. Mais dès lors que dans la religion, tous les musulmans ne sont pas radicalisés. Bien sûr que non. Bien sûr. Mais attention, il faut savoir que quand il y a un attentat, vous avez de plus en plus de conversions parce que c'est une publicité énorme pour l'islam radical. Vous voyez, un attentat qui fait un mort, il est diffusé on en parle et donc ça fait de la publicité. C'est la fait Werther, c'est le copycat qui est en train de s'appliquer. Je comprends. Donc ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que quelque part, quand même, quand on fait ce devoir d'information, comme on le fait ce matin, eh bien on participe un petit peu à la promotion du djihadisme. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est une publicité et qui est intégrée
et qui est intégré justement dans le djihad. Comme pour l'attentat du 7 octobre en Israël, le Hamas savait ce qu'il faisait et savait qu'il mettait leur population en danger par les représailles militaires qui allaient être engagées par l'État israélien. Et donc ça alimente, si vous voulez, une haine. Et là, on est dans quelque chose, une dimension énorme, mondialisée, qui favorise la radicalité. Il y a quelque chose qui est assez désespérant à relever, mais que nous, journalistes, on peut relever. Malheureusement, toutes les semaines, vous avez des personnes qui peuvent se faire poignarder à mort dans ce pays, en France. Si jamais c'est dans le cadre d'un simple règlement de compte, ou alors d'une querelle ou d'une rixe, sauf quelques exceptions, on va peu en parler. Si jamais l'acte est commis, le meurtre est commis par un terroriste qui se revendique de Daesh, on va en parler, ça va avoir un retentissement sur la planète entière. Et donc effectivement, il n'y a jamais d'acte terroriste sans publicité, malheureusement. Et je dirais aussi, il y a aussi une doctrine, je vais citer Alexandre Delval, qui a relevé cet effet de spécialiste de géopolitique dans la stratégie de l'intimidation, qui explique très bien un peu ce phénomène, qui est une sorte de caisse de résonance dans l'action terroriste. C'est-à-dire que, en fin de compte, ça tue pas énormément de gens. Comparativement aux accidents de la route. On n'a que 300 morts du terrorisme en France. Mais vous vous rendez compte de la répercussion. Depuis 2015 en plus. Depuis 2015. Bon, on peut remonter à Calcal en 94. Mais si vous voulez, il y a un bénéfice justement pour l'islam radical quand il perpétue ou il commandite un attentat où quelqu'un se fait allégeance à l'État islamique. C'est tout bénéfice pour eux. Parce qu'on en parle, il y a une caisse de résonance, et je vous dis, ça crée des conversions en masse. Merci Philippe Deveul d'être venu sur le plateau de Sud Radio. Merci Victor Lefebvre. On peut vous retrouver et retrouver votre enquête sur Armand Iman Rajabpour sur factuel.media et prolonger évidemment l'écoute de cette émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Allez, dans un instant, on change complètement de sujet. Les fêtes approchent, les occasions de boire, toujours avec modération évidemment, vont se faire plus fréquentes. Est-ce qu'il ne faut pas regarder pour autant d'un peu plus près la composition de votre bouteille de vin? Comment allez-vous, car vous allez voir que, comme dit Emmanuel Jarry, notre prochain invité, dans le vin, il y a du raisin, mais pas que. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, une heure d'analyse, de décryptage des affaires qui font l'actualité. Nous sommes toujours avec Jean-Marie Bordry. Toujours présent. Et nous accueillons l'excellent Emmanuel Jarry de C'est meilleur quand c'est bon. On est ravis de vous recevoir. Bonjour à tous. Et l'éleveur, vigneron, en plus, Armand Heitz, dont les vignes sont en Bourgogne. Et en plus, vous avez d'autres métiers. Vous êtes aussi céréalier et vous êtes même restaurateur. Et vous rêvez qu'un jour, Emmanuel Jarry passe tous les jours. Ah là là. Alors, Emmanuel Jarry, il faut expliquer, sans citer de marque ou d'appellation, vous savez que c'est toujours difficile de parler de vin sans tomber sous le coup de la loi Évin, que dans le vin, il n'y a pas que du raisin. C'est d'ailleurs le titre de la couverture du numéro 3 de la revue C'est meilleur quand c'est bon. Eh bien, regardez, acide ascorbique, colle de poisson, dioxyde de silicium. Dans le vin, donc, il y a du raisin, mais pas que. Cette couverture, elle pastiche à merveille Audiard. Oui, tout à fait. C'est Mathieu Pansard qui est d'ailleurs en couverture qui a trouvé cette formule. Je trouve qu'elle résumait bien cette idée. Quand on boit du vin, on pense au raisin, mais là, on a cité des noms qui font un petit peu peur. C'est pas forcément des horreurs, mais il faut le savoir. Et donc, nous, on a voulu dire un petit peu ce qu'il y avait dans la bouteille. Voilà, alors dans ces ingrédients qui se retrouvent dans votre verre, sachez qu'on appelle ça les intrants. Les intrants, ça donne pas tellement soif entre nous. Alors, avant de vous demander si c'est mauvais pour la santé, je voudrais commencer par bien comprendre à quel moment on ajoute des produits dans le vin. Et ça commence bien avant la vendange. Stupeur, c'est tout au long du processus d'élevage, de vinification, tout ça. Alors, je vais faire, Armand, avant de vous interroger, alors je dis, pas pour vous flatter, mais vous faites des vins propres, entre guillemets, mais écoutons un peu tout ce qu'on y met.
des fongicides. Ça, c'est pour éviter les champignons sur les feuilles de vigne. À la vigne. Des pesticides. Donc ça aussi, c'est à la vigne. C'est le terme qui englobe tout ce qu'on peut utiliser. Tous les parasites, pour tuer tous les parasites. Exactement. Ou l'herbe aussi. Alors, par exemple, ces insecticides, il y a des insecticides contre les papillons qu'on retrouve en quantité infinitésimale, mais dans le vin. Mais il y a aussi... Les insecticides ont vraiment beaucoup diminué. On n'en utilise quasiment plus. Il faut certainement. Toujours voir le côté positif. Voilà, toujours. Il y a encore ce qu'on appelle les herbicides, parce qu'évidemment, il y a des vignerons qui ne supportent pas d'avoir une vigne qui ne soit pas, je dirais, débarrassée de tout ce qui peut faire une mauvaise herbe. La vigne est une culture qui n'aime pas forcément beaucoup trop la concurrence. Voilà. Alors, après, on rajoute du soufre avant de mettre en bouteille, car ça aseptise les vins, ça tue des bactéries notamment. C'est quoi pourquoi est-ce qu'on rajoute du soufre d'abord ? Alors tout le monde ne rajoute pas du soufre d'ailleurs. C'est des choses assez techniques qui sont souvent sujettes à débat. J'aime bien prendre un peu de recul, ne pas être sectaire. L'important c'est d'avoir un vin qui soit représentatif de son terroir. Oui, mais pourquoi du soufre ? C'est quoi l'intérêt de ceux qui s'en servent ? L'intérêt, c'est que si vous faites rien, ça va devenir du vinaigre. Et ça, depuis qu'on fait du vin, depuis qu'on en consomme, on a toujours eu le problème. Chaque époque a eu ses solutions, pas toujours très bonnes, même Emmanuel le cite dans son article. On allait même à une époque jusqu'à utiliser du mercure. Et c'était la noblesse dans le vin, la noblesse utilisée, et c'est pour ça notamment que les nobles souffraient de la maladie de la goutte. Il y a un bouquin que je recommande très souvent, qui est d'Arnaud Imélé, Les grands vins sans sulfite. C'est vraiment à lire pour comprendre vraiment la thématique. Alors, question un petit peu idiote. Comment se fait-il qu'on ne sente pas... Il y a rien qui ait un goût pire que le soufre et une odeur encore pire que le soufre. Pourtant, on le sent pas. Alors si, tout le monde a un seuil de détection. Je peux vous assurer qu'au-delà d'une certaine dose, déjà le lendemain, vous allez le sentir, ça va vous faire mal à la tête. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est ce qu'on a coutume de dire, ça donne mal à la tête. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette histoire de mal à la tête sur le soufre. Si, quand même. Il faut effectivement, l'alcool joue énormément sur le mal de tête du lendemain, mais sur des vins fortement soufrés, vous serez sûrement beaucoup plus malade le lendemain. Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais soufres ? Parce qu'un vigneron que je peux pas citer me disait que lui, il mettait un soufre interdit qui est un soufre de volcan, parce qu'il trouvait que c'était un soufre plus naturel. Dans la démarche, alors effectivement, ça peut se ressentir sur le goût. J'ai fait des essais. Oui. Et mais faut voir aussi que sur certains vins, ça agit vraiment comme du sel et du poivre. Le soufre peut avoir un effet révélateur de goût, exhausteur de goût complètement. Et à l'aveugle, il y a des personnes... Soyons très concrets pour nos auditeurs. Un vin qui n'a pas de soufre, c'est en général précisé sur la bouteille. C'est marqué sans soufre ajouté. C'est encore assez flou, clairement. Il y a quand même, je regarde justement ces étiquettes. Il n'y a pas d'obligation. Sulfite, c'est comme les gens ne savent pas ce que ça veut dire. On sent que c'est sulfureux, mais on ne sait pas trop ce que c'est. C'est ça. Les levures, pour vous donner un exemple, pendant la fermentation, dégagent aussi du soufre. Et donc, c'est une histoire de seuil et de quantité. Mais c'est très subjectif. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs... Tous les grands vignerons qui ont fait l'histoire, les précurseurs des vins sans soufre, en mettent et l'acceptent. Est-ce que ça a un impact raisonnablement sur la santé ou pas ? On y vient. Vous savez, il y a un plan dans ma discussion. Je commençais à m'inquiéter. Alors, non, je voulais quand même que la liste n'est pas terminée. On apprend à la lecture de cette excellente revue qu'il y a aussi des correcteurs d'arômes. Ça, c'est incroyable. Donc, on peut corriger le goût du vin avec des correcteurs d'arômes, dont les fameuses levures sèches, des levures indigènes du vin, des levures qui ne sont pas des levures indigènes, justement, du vin, et qui produisent des goûts. Comme on disait autrefois, le goût de banane dans le Beaujolais, c'était pas exactement du raisin non plus. Oui, alors là, on est sur un autre temps, et les vignerons qui travaillent sérieusement n'ont pas du tout recours à ça. Oui, mais vous savez, les gens qui achètent des vins, notamment en grande surface, ils ne savent pas nécessairement qui est le vigneron qui est derrière. C'est vraiment minime. C'est vraiment minime. Les correcteurs d'arômes, c'est vraiment minime. Des amis œnologues qui sont dans des grandes caves coopératives n'ont pas recours à ça. Clairement, faut pas noircir les choses quand elles ne le sont pas. Emmanuel Jarry, vous partagez cette leçon d'optimisme. Alors moi, je suis pas vigneronne, donc en tout cas, je pense que d'abord c'est sûrement vrai parce que ça a un certain coût.
Donc j'imagine qu'un vigneron qui calcule ses coûts, il va pas ajouter pour ajouter. Ce qui est un peu, moi, ce que je trouve problématique, c'est les levures quand elles remplacent. Par exemple, le goût de silex, c'est un goût qu'on adore. Et si c'est les racines du vin qui vont chercher dans la terre, enfin les racines, pardon, de la vigne qui vont chercher dans la terre ce goût et qu'il est restitué à travers le vin, je trouve ça formidable. Quand on utilise des levures comme la levure dont on parle, et j'ai voulu qu'on en parle parce qu'elle fait froid dans le dos, son nom c'est la levure Killer, qui élimine les levures indigènes pour pouvoir placer. Alors je sais pas, c'est peut-être des pratiques qui sont... C'est vrai que ça serait intéressant de savoir qui utilise à quelle échelle, mais ça je me suis dit c'est dommage parce que vous savez c'est comme... J'ai fait une fois cette comparaison, c'est comme si vous aimez les bouches pulpeuses, si une bouche d'un homme ou d'une femme elle est pulpeuse, ça a du succès sur Instagram. Voilà, c'est ça. Mais si c'est parce qu'elle a été injectée de collagène ou je sais pas quoi, bon, c'est moins intéressant. Et ben c'est pareil pour le vin, c'est-à-dire que si l'arôme il va puiser, vous le disiez tout à l'heure, vraiment la vérité du terroir, et ben c'est très intéressant. Et si c'est pour rajouter du goût pour artificiel et parce que c'est la mode, c'est vraiment à la marge ces pratiques-là aujourd'hui. Enfin la filière vin est vraiment faire un vin de terroir, c'est extrêmement facile. Non mais vous savez bien que nous autres journalistes, on parle de ce qui ne va pas. Exactement. Les vins faits moi, dans je suis les là meilleures justement manières. pour parler que tout va bien et défendre la filière vin. Mais est-ce que c'est pas parce que vous êtes comme très vertueux et vos collègues, j'imagine aussi, mais il y a quand même du vin industriel et quand on regarde un peu, ça m'arrive d'en acheter puisqu'on a une machine au domaine et elle doit être étalonnée avec du vin cubi de supermarché. Ouais. Et non, et ça n'a pas, c'est pas dégoûtant. Non. Bon. Est-ce qu'il n'est pas plus facile pour vous, qui êtes dans un terroir béni des dieux, à Chassagne-Montrachet, de faire un bon vin sans tricher, alors qu'il y en a d'autres qui en produisent dans un terroir moins riche? Il y a du bon vin partout, clairement. Mais il n'y a pas de Chassagne-Montrachet partout. Est très populaire en ce moment. Alors on sait que pour faire un bon vin, il y a le travail évidemment de la vigne, mais il y a aussi le climat, le temps qu'il va faire pendant tout au long de l'année. C'est très important. Et puis il y a évidemment la qualité du terroir. Il a raison Jean-Marie, à Chassagne-Montrachet, on a moins de problèmes qu'ailleurs. Pas forcément, puisque la météo, les étés très très chaudes ces dernières années ont été difficiles pour vous. Également, des problématiques à la vigne. Et vous n'avez pas de collègues en Bourgogne, en tout cas, qui trichent. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas plus ou pas moins qu'ailleurs. Qui trichent à quel sur leur vin, notamment en ajoutant certains produits dont on vient de parler. Non, parce que la viticulture bourguignonne est assez traditionnelle. Et pour certains, ils n'ont même pas connaissance de tous ces produits-là. Mais est-ce que les noms là qu'on voit, acide ascorbie, col de poisson, ça par exemple, c'est des choses qui vous sont totalement étrangères? Pas du tout. À l'école d'œnologie, on apprend ces choses-là. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est quand même pas des choses qui sont mauvaises, puisque je pense qu'autour de la table, on en a quasiment tous mangé au moins dans la semaine. Ah oui, dans n'importe quel plat, l'acide ascorbique, en préparant cette émission, c'est un antioxydant qu'on retrouve dans n'importe quel compote. Ce que vous me disiez, et qui est très intéressant, parce qu'il ne faut pas non plus faire peur aux gens et les dégoûter de passer une bonne fête, mais ce que je veux dire, c'est quand même, vous me disiez, quand vous allez acheter du tout prêt au supermarché, par exemple, un plat tout prêt, regardez, c'est bien pire. Exactement. Et moi, je préfère largement acheter du vin au supermarché qu'un plat préparé. On est d'accord. J'ai une expérience une fois dans un restaurant à Megève. Le vin était largement meilleur que ce que j'avais dans l'assiette. Écoutez, c'est et bien souvent dans un restaurant. Vous êtes en train de me dire quand même que j'ai mangé de la colle de poisson sans le savoir cette semaine? Très probablement. Dans quel type de plat? Sans m'en rendre compte. Et je suis en bonne santé. Parce qu'il suffit de regarder derrière et c'est masqué sous des E et quelques, des choses comme ça. Voir quand les doses sont très faibles, il n'y a même pas besoin de le mettre. Et alors, il y a une question qui me vient, mais je vais faire quelque chose de terrible. Je vais dire, on va en parler dans un instant. Est-ce que c'est la même chose pour le champagne? Parce que le temps du champagne approche. Et est-ce que tout ça est mauvais pour la santé? Ce sont ces questions-là qu'on va se poser dans un instant. Et on va vous donner plein de bons tuyaux avant de mettre une bouteille dans votre panier. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio avec Emmanuel Jarry et notre vigneron Armand. À tout de suite. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h.
De retour dans l'heure libre, nous sommes toujours avec Jean-Marie Bordry. Emmanuel Jarry de C'est meilleur quand c'est bon, la revue ce matin, nous a rejoint. Armand Heitz, qui est éleveur et vigneron, entre autres en Bourgogne. Mais Armand, vous êtes viticulteur à la tête d'un domaine de 20 hectares, 8 hectares dans le Beaujolais. Vous êtes toutefois multicasquette, je le disais tout à l'heure. Vous êtes éleveur, multibéré, éleveur, producteur de viande. Et vous avez aussi un restaurant, c'est assez incroyable. Original. Et vous racontez tout ça d'ailleurs dans un blog sur Factuel qui s'appelle Journal d'un paysan. L'agriculture est un sport de combat et on vous remercie d'être là parce que on parle très franchement des vins aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a que du raisin dans les bouteilles de vin ? Eh bien, on voit que non. Et là, on va aborder un point très précis. Les vins bio. La différence entre les vins bio et les vins conventionnels. Les vins en biodynamie. Les vins propres, les vins nature. Comment on peut y voir clair ? Alors heureusement, Emmanuel, vous avez un guide de survie, si j'ose dire, quand on aime le vin. Et bien sur les bouteilles, vous allez voir, il y a tout un tas d'étiquettes. AB, Eurofeuille, Déméter, Biodivin, haute valeur environnementale, Terraviti, zéro pesticide. J'ai même vu que vous aviez oublié vegan, parce qu'il y a aussi des étiquettes vegan. Vegan, c'est pas grand-chose, c'est juste qu'on n'utilise pas de produits animaux, donc par exemple des œufs, du blanc d'œuf ou du jaune d'œuf, je sais pas lequel des deux, le blanc d'œuf pour filtrer le vin. Donc un vin peut être vegan. Château Margaux utilise encore les blancs d'œufs de leur poule, hein, donc enfin moi ça me pose aucun problème pour le coup, parce que je suis pas vegan, mais pour le coup on peut faire, je pense, du vin vegan de très mauvaise qualité ou très bonne qualité. Enfin ça c'est donc on en a pas parlé, effectivement, c'est pas un label en fait. Non, c'est pas un label. Alors justement, vous faites œuvre pédagogique pour que chacun s'y retrouve. Donc évidemment, on peut se référer à la revue, mais on peut aussi se dire un mot, si vous le permettez, des étiquettes. Donc qu'est-ce que c'est que cette Eurofeuille là, cette petite feuille étoilée ? C'est un bio européen, c'est ça, Armand ? Alors j'ai pris beaucoup de distance depuis quelques années avec les labels. J'ai même fait un article de blog en expliquant. Alors je vais demander à Emmanuel. Alors, ce sera sans doute plus clair. Oui. Oui, il y a le label certifié AB agriculture biologique et l'Eurofeuille. Mais c'est vrai que la réglementation, enfin le bio est pas le même partout dans tous les pays. Nous, on a quand même une bio, que ce soit pour le vin ou pour l'agriculture en général, qui est d'assez bonne qualité. Voilà, qui est plus qualitative que la bio européenne. Après, ça dépend sur quel produit, mais elle est plus qualitative. Donc l'Eurofeuille, c'est les vins bio aujourd'hui, quoi. D'accord. Alors d'ailleurs, j'en profite pour dire que dans le vin bio, il peut y avoir aussi des produits parce que c'est une question de seuil. Oui. Alors le seuil français est assez exigeant, mais le seuil européen beaucoup moins. Ouais, tout à fait. Là, je veux pas faire la promo de la revue, mais page 55. On a un super DA qui nous a fait un schéma qu'on comprend hyper bien. On a une énorme, pour le vin conventionnel, une très grosse bouteille et peut-être une trentaine d'intrants qui sont autorisés à la cuve. Après, pour le vin bio, on voit qu'il y en a peut-être une quinzaine ou une vingtaine. Et après, biodynamie, il en reste peut-être 4. Et les vins naturels qui sont en même temps, qui n'ont pas vraiment de définition exacte, il n'y a plus que le soufre. Donc, moi, ça m'a permis de comprendre, en tout cas, ce schéma donc, en fait, visuellement. Alors, les étiquettes AB, Eurofeuille, Déméter, Biodivin, c'est à peu près la même chose. Mais c'est des questions de seuil. On peut dire ça comme ça ou pas, Emmanuel Jarry ? Ouais, non. Alors, parce que par exemple, Déméter, c'est une conduite de la vigne particulière et notamment la prise en compte des écosystèmes. D'accord. Alors que, Biodivin, je crois que c'est le Déméter du vin. D'accord. Et puis après, haute valeur environnementale. C'est des gens qui travaillent un peu plus propre que les autres, c'est voilà, ça ? Moins de pesticides, ça c'est assez critiqué souvent. Et qu'est-ce que c'est ? Pourquoi c'est critiqué ? Je sais pas, parce qu'on dit que c'est pas suffisant. Enfin, j'ai beaucoup entendu en disant que ça servait à rien, alors que les gens qui la pratiquent disent c'est déjà mieux que rien. C'est déjà mieux que rien. Terravitis, c'est quoi ça, Terravitis ? En fait, c'est utilisation raisonnée de la chimie. Donc, vous voyez, tout ça, c'est quand même des toutes petites nuances. C'est-à-dire que pour le consommateur, c'est un peu compliqué. Il faut faire des études supérieures pour arriver à se repérer, quoi. Alors, j'en viens justement à votre article, non pas Emmanuel Jarry, mais Armand. Vous avez écrit un article. Je ne suis pas labellisé, je ne le serai jamais. Pourquoi ? Vous voulez pas d'étiquette, vous ? Pour moi, cette démarche de labellisation, c'est pas comme ça que je vois la durabilité pour l'agriculture. Et c'est pas grâce à ça qu'on arrivera à faire du vin, à faire à manger pour les prochaines générations. L'agriculture, ça a 8000 ans. Pendant 8000 années, on a réussi à faire des choses durables sans label. Ça fait 60 années qu'on a une agriculture intensive qui utilise des produits. Et pour moi, les labels, ça fait travailler davantage de personnes dans les bureaux. Un organisme certificateur le plus connu internationalement fait plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Et moi, j'ai besoin de personnes qui travaillent dans les vignes. Pas des personnes qui me remplissent des papiers ou des cases ou qui viennent contrôler des stocks.
Mais vous vous rendez compte qu'en disant ça, on va se méfier de vos vins qui sont très propres par ailleurs. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous voulez pas qu'on vienne mettre le nez dans votre vigne. J'ai eu un peu peur. Hein. C'est pour ça qu'au début, et j'ai fait cet article. Et clairement, les ventes du domaine se portent très bien. Et des labels, il y en a plein les supermarchés. Moi, j'y vais pas au supermarché. Et voilà, on voit bien que le bio ne plaît pas puisque les ventes de produits bio ne font que de réduire. Et c'est pas une source. Ah oui, clairement, le lait bio est bien souvent déclassé pour redevenir du lait normal. Ah bon la plus-value, le modèle économique. J'imagine qu'Emmanuel Jarry sait tout ça, mais la plus-value qui a été promise et le modèle économique du bio ne porte pas du tout ses fruits. Cependant, dans le vin, je crois qu'au contraire, c'est le seul secteur où le bio augmente. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que j'ai souvent entendu des vignerons qui étaient plus propres que propres et qui refusent d'être certifiés en bio. Qui dit, moi, j'ai pas besoin d'un label pour dire que je fais quelque chose de bien et j'ai pas envie de payer non plus pour avoir une certification. Et il y a tout un tas de démarches vertueuses agronomiquement qui sont pas mis en avant par les labels. Les enherbements. J'ai cru entendre un gros mot. Les enherbements. Colza, seigle. Voilà, je diversifie entre mes rangs de vignes. Et ça, vous pouvez avoir des sols complètement morts et être certifié bio. C'est aberrant. C'est aberrant. Ça. Le bio est très critique. Zéro ver de terre. Il vaut mieux planter du colza, par exemple, entre vos pieds de vigne. C'est comme ça. Moi, je vois déjà... Ayons des sols vivants, ayons des vers de terre, et peut-être que déjà on pourra faire des vins plus sains, plus vivants. Étape pareille. Revenons à la vigne. Alors, les vins bio, on le disait, ne sont pas nécessairement sans produits à l'intérieur. Et les vins véganes peuvent être pleins de saloperies. C'est assez étonnant, mais on peut avoir un vin qui n'a pas été filtré avec du blanc d'œuf et avec des tas de choses ajoutées. Et vous aurez l'impression, en voyant le petit label vegan, que vous allez vous faire du bien. C'est plus compliqué. C'est exact. C'est une limite supplémentaire de ces labels. Même nous, en étant impactés, en ayant fait un travail sur ces labels, on n'arrive même pas tous à les comprendre. Donc le consommateur qui arrive dans un supermarché est complètement perdu. Alors qu'est-ce que vous donnez comme conseil en plus, Emmanuel ? Moi déjà, ce qu'on adore chez vous dans l'univers de C'est meilleur quand c'est bon, ce qu'on adore, c'est que vous valorisez vraiment les bons produits, les artisans, les gens laborieux, les gens. On sent que vous avez un amour pour la cuisine de patrimoine. Je dirais cette cuisine citoyenne qu'on transmet dans les familles sans se raconter d'histoire, sans vouloir concourir à Top Chef. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas que de la technique. La cuisine, c'est aussi du plaisir, la gourmandise. C'est-à-dire que nous, notre émission, c'est meilleur quand c'est bon. Donc, même pour le vin, moi, le conseil, c'est un peu compliqué, mais c'est de rencontrer la personne qui l'a faite. Donc, jamais, moi, j'achète mon vin en supermarché, mais alors vraiment jamais. Alors, c'est vrai que parfois, il y a des foires au vin, des prix et tout, mais quand même d'aller voir les vignerons, c'est pas toujours possible, mais d'aller chez des cavistes parce que vous pouvez déguster, parce que, effectivement, ça va être des choix de vignerons indépendants, etc. Et puis, en fait, on se dit toujours, est-ce que ces intrants, c'est bon, mauvais ou tout pour la santé ? Enfin, pour la santé, on parle parfois des cancers. Je crois qu'il n'y a aucune analyse qui peut le dire. Moi, je bois un vin et je vois l'effet qu'il me fait. C'est-à-dire que sans boire trop d'alcool, parfois je bois une bouteille alors que je suis pas résistante à l'alcool et le lendemain, je me réveille comme si j'avais bu du thé. Et là, je me dis, tiens, le vin était très bon parce que j'ai pas les yeux gonflés, j'ai pas passé une mauvaise nuit, j'ai pas mal à l'estomac. Je me sens très très bien. Et donc ça, je crois que c'est assez important de voir, est-ce que ça procure du plaisir ? Est-ce que c'est bon ? Parce que le vin aussi, c'est meilleur quand c'est bon. Exactement. Alors, il y a quelque chose que l'on doit à nos auditeurs. Est-ce que c'est mauvais, tous ces produits, pour la santé ? Parce que je vais vous raconter quelque chose de très personnel. Mon papa a un cancer de la prostate, comme beaucoup d'hommes, on le sait. Et on lui a déconseillé de prendre des vins en agriculture conventionnelle, c'est-à-dire des vins avec des choses ajoutées comme ça. Et il a quand même le droit de boire du vin. Oui, mais on lui a reconseillé conseillé en particulier de boire des vins sans intrants, quoi. Moi, je pense que c'est assez subjectif quand même. Je ne sais pas s'il y a vraiment des études qui ont été faites. C'était peut-être un naturopathe qui l'a dit. Oui, voilà, c'est ça. Ça dépend il faut qu'il change aussi, parce que peut-être un autre discours d'un autre médecin. Voilà, un autre avis. Mais en tout cas, ce que je pense, on sait que les produits phytosanitaires qui sont mis dans la vigne, ça peut être mauvais pour le viticulteur. Mais après, ce qu'on retrouve dans la bouteille, est-ce qu'il y a vraiment des analyses qui ont pu dire que ça c'est très mauvais ? Enfin, je ne sais pas. C'est une question de degré aussi. On est sur des seuils de très bas. Très bas. À ce moment-là, on sort plus de chez soi. Si on commence à avoir peur des doses qui sont résiduelles dans le vin,
On ne sort plus de chez soi. Très honnêtement, moi j'ai goûté des vins conventionnels exceptionnels en goût, et moi je pense que quand un produit a bon goût, il est bon pour la santé, enfin il n'est pas mauvais, et c'est vrai aussi, on sait qu'il y a des minéraux, des choses comme ça. Et puis quand le cerveau est réceptif, aussi, oui, il se passe quelque chose. Le plaisir, c'est bon pour la santé. Le plaisir, c'est très bon pour la santé. Ça a été prouvé, ça. C'est une bonne baseline pour votre revue, ça. Le plaisir, c'est bon pour la santé. Il y a quelque chose aussi que je voulais que l'on aborde rapidement, parce que c'est bientôt les fêtes, c'est ces histoires de champagne. Moi j'ai vu sur des bouteilles marquer des choses qui m'intriguent. 0 dosage. Qu'est-ce que c'est que le dosage ? Alors le champagne a besoin, c'est un procédé fermentaire qui fait une refermentation en bouteille. Et ensuite, le climat en Champagne était plus frais aussi. Et donc pour rééquilibrer le vin, on a coutume de rajouter du dosage. Avec le réchauffement climatique. C'est quoi ? C'est du sucre de betterave ? Tout à fait. Les vignerons font leur liqueur. Alors, je suis plutôt bourguignon, donc je ne vais pas parler de choses dont je suis pas. Mais j'ai fait du crément et je tends plutôt à faire des créments sans dosage. Sans dosage. C'est mieux de privilégier, j'imagine, un champagne sans dosage. C'est le réchauffement climatique qui permet ça, puisqu'avant la maturité permettait clairement pas de le faire. Emmanuel, vous êtes plutôt 0 dosage ou plutôt moi, dosage ? je suis plutôt 0 dosage. C'est parce que c'est des vins plus secs, plus tendus pour la table. Mais j'aime bien les champagnes demi-secs. On trouve quasiment plus parce que, je sais pas, j'ai l'impression de revivre à l'époque de Proust et ça me fait voyager dans le temps. Ouais, j'aime bien. Et puis, j'ai goûté des champagnes demi-secs avec certains fromages persillés. C'est absolument délicieux. Absolument. Et surtout des vieux millésimes. De l'équilibre, de l'acidité, du gaz. Ça peut être très plaisant. Sur toutes les bouteilles de champagne que vous avez pouvoir acheter chez vos cavistes, il y aura toujours quelques grammes de sucre résiduel. Bon, c'était passionnant. Je vais vous dire, moi j'ai déjà envie d'être dans la période des fêtes. C'est parce que l'actualité est par ailleurs trop anxiogène, je pense. On est ravis de vous avoir reçu, Emmanuel. Merci. Il y a plein de bonnes choses dans votre revue. Il n'y a pas que ce dossier vin qui est très intéressant. Il y a beaucoup de... J'engage tout le monde à le découvrir. Beaucoup de bonnes choses. Oui, beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses. Et comme la journée sur Sud Radio. Exactement, même tout le week-end. La suite de la journée. On le rappelle malgré tout à tous ceux qui nous écoutent, pas de délectation sans modération. C'est important de le suggérer. La suite de votre week-end sur Sud Radio. D'abord à 13h, aujourd'hui et demain, vous retrouvez Alain Marty, quelque part en France, avec toute la population et toute la France du vin, en quelque sorte. On va retrouver demain à 10h, Ferniaud fait le marché, c'est Vincent Ferniaud, avec tous les gourmands et tous les amis du terroir français. On embrasse Vincent Ferniaud. Mais avant ça, place à Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault, on parle loto. Alors, en direct aujourd'hui de Val Thorens, figurez-vous, c'est pas le meilleur terroir vinicole, mais ils suivront pour nous sur Sud Radio le trophée Andros. Et puis, à bord de l'auto, on boit que de l'eau. Exactement. C'est important. Bonne journée.